Timé Gros Plan arrive, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Chaque fois, on est là pour vous informer, vous former à travers cette émission Gros Plan qui arrive en ce jour, toujours avec notre invité que nous gardons, Maître José Ilunga Nanga. Il est l'initiateur de l'ONG Horizon Vert, initiateur de cette ONG, mais aussi il est l'acteur de développement. Ensemble avec lui, nous allons tourner tout autour de la mutation du climat. On va parler bien évidemment de cela ensemble avec Trésor Machoukano. Nous allons lui poser justement des questions que vous vous posez à la maison. Vous aimez le monde vert, vous aimez l'environnement, en tout cas ne zappez pas, restez avec nous car ici vous aurez à tout prix la lanterne sur des questions noires qui seront apportées à la lumière en ce jour. Trésor, bonjour, bienvenue. Bonjour Chris. Voilà, nous allons entamer avec notre invité, Maître José Ilunga, qui nous disons bonjour. Bonjour Chris, bonjour Trésor. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien également. Nous allons très bien. Okay. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est notre Trésor avec toi, mais également si la population nous a demandé en tout cas d'être un peu bilingue pour justement permettre une communication facile. On va essayer de le faire avec Maître Ilunga, bien sûr, ce qui a recommandé à la hauteur de communiquer en lingala pour nos téléspectateurs parce que c'est leur souhait. Alors, Trésor, à l'entame, j'aimerais qu'on fasse avec toi. Qu'est-ce que tu entends par les changements climatiques? Moi, qu'est-ce que j'entends ou bien qu'est-ce que la population entend quand on voit changement climatique? Je crois que et toi et la population, on fait allusion aux saisons. Ok. On s'est dit il y a 2 saisons, 4 saisons, comme on a étudié notre cours de géographie, et on attend la saison de pluie et puis on attend la saison sèche. Pour la République démocratique du Congo. Au Congo, c'est les 2 saisons qu'on attend. Et quand on nous dit changement climatique, on se limite là. Okay. Et peut-être si on peut changer, on peut mettre réchauffement climatique, c'est à ces moments-là où les gens se disent que ces derniers temps, il fait un peu plus chaud, la couche d'ozone est en train d'être diminuée à cause des évaporations de gaz carbonique. Et c'est la petite science que nous avons appris, on s'est limité vraiment là. Et les dangers, les conséquences et tout ça, on s'est dit c'est la nature qui est en train de faire ses caprices. Donc on ne connaît pas vraiment la profondeur, la réalité de ces changements climatiques. Et aujourd'hui, avec Maître, avec Horizon Vert, nous aimerions bien, en tout cas, aller en profondeur et demander à Maître, que comme il est expert à la matière, quelques observations. Est-ce qu'il est vrai qu'en RDC, nous courons derrière un risque avec le changement climatique? Merci pour la parole. Merci Trésor. Je crois que vous avez plutôt donné une très bonne définition. C'est vrai? Ouais, de ce que c'est que... Ah, je l'applaudis. Hein. Ouais, de ce que c'est que le changement climatique. Donc, le changement climatique, comme vous avez dit, il est perceptible à travers déjà les saisons. À travers les saisons, la saison de pluie, la saison sèche, les variations du climat. Donc c'est ça les changements climatiques. Ok. Les variations que le climat connaît et qui fait que les phénomènes qui accompagnent le climat, c'est-à-dire la chaleur, le soleil, les pluies, c'est-à-dire les phénomènes météorologiques qui caractérisent un climat à un endroit déterminé, et que lorsque ce phénomène connaissent une perturbation. Il y a les volcans aussi. Les volcans, les volcans, c'est situé à des endroits bien déterminés. Ok. C'est situé, localisé, et ce sont des phénomènes géologiques. Ok. Et situés donc dans le milieu magmatique. Mais les changements climatiques, c'est vraiment la variation du climat. La variation, les perturbations que le climat connaît et qui sont étalés pendant un moment plus ou moins long. C'est ça l'élément qu'il faut prendre en compte. Et la période qui a été retenue, c'est plus ou moins 30 ans. 30 ans. Voilà. On peut connaître quelques perturbations. Mais on ne peut pas d'emblée parler de changement climatique. On observe un changement climatique lorsque ces perturbations s'inscrivent dans la durée et plus ou moins 30 ans. Donc pour nous, cette génération, on peut dire de 1999 à 2020.
Oui, c'est-à-dire que pour nous, on peut prendre le siècle, hein, puisque l'échelle est là. L'échelle, aujourd'hui, on part de la période industrielle, plus ou moins à partir de 1850. 1850. À partir de 1850, on a observé la planète. Ouais. On a constaté que depuis cela, il y a une sorte de changement et de réchauffement. Et que ce réchauffement est allé croissant, et jusqu'à l'accord de Paris, ce réchauffement était à 1,5 degré de réchauffement à partir de la période qui est après la période industrielle. Ouais. Et vous allez comprendre que lorsqu'on fait coïncider les débuts du réchauffement avec la période industrielle, vous allez donc comprendre la responsabilité de l'homme dans ces réchauffements-là. C'est ce qu'on appelle les activités anthropiques. C'est-à-dire les activités qui viennent de l'homme. Et particulièrement ces activités, c'est quoi? Ce sont les activités par lesquelles l'homme cherche à avoir l'énergie. L'énergie pour nous éclairer comme nous avons la lumière là. L'électricité. L'électricité. L'énergie pour pouvoir faire tourner son moteur. Dans l'industrie, en quelque sorte. Voilà, tout ce qui est autour de l'industrie et qui est parti pour s'alimenter et pour fonctionner a besoin de l'énergie, surtout fossile. Donc la pauvreté n'a rien à voir avec, Puisque je voudrais, Trésor, que vous puissiez peut-être me laisser finir cela. Ouais. Puisque l'énergie fossile, en soi, porte une forte teneur de carbone. Et lorsqu'on est en train de l'extraire, on avait dit l'autre fois que l'énergie fossile, c'était le pétrole, le charbon et les gaz. Ouais. Lorsqu'on est en train de l'extraire, ou même lorsqu'on est en train de la transporter, par exemple le gaz, quand il y a des fuites, ce sont des émissions de méthane. Okay. Ça, c'est le méthane, quand il y a des émissions. Mais l'énergie fossile, comme le pétrole, lorsqu'il brûle, il fait sortir ce qu'on appelle le dioxyde de carbone, c'est-à-dire le CO2. Très bien. Ce dioxyde de carbone, lorsqu'il est émis et qu'il va dans l'atmosphère, ça change la composition atmosphérique. C'est-à-dire que dans l'atmosphère c'est l'air que nous respirons ici, mais ça va jusqu'au-delà, à des centaines de kilomètres. Ça, c'est l'atmosphère. Lorsque le dioxyde que nous avons émis va dans l'atmosphère, ça va rencontrer d'autres gaz à effet de serre, puisque ce sont les gaz à effet de serre qui accroissent la chaleur. Et particulièrement, ça va rencontrer les H2O, c'est-à-dire la vapeur d'eau, qui s'est accumulée là. Et donc, le dioxyde de carbone monte. Et lorsque le dioxyde de carbone monte, il augmente aussi la quantité de vapeur qui était là déjà présent. Et lorsque cette quantité-là a augmenté, ces gaz-là retiennent la chaleur. Ces gaz retiennent la chaleur du soleil, les rayonnements solaires. C'est-à-dire, le rayonnement solaire, lorsqu'il atteint la planète, il y a un effet de retour, ce qu'on appelle les infrarouges. Et ces gaz-là, ce retour-là de la chaleur est capté et retenu par les gaz à effet de serre. Très bien. Et ce qui fait que la température a commencé à augmenter. Et jusqu'à la conférence de Paris, elle était à 1,5 degrés. Et la résolution qui avait été prise à cette conférence, c'était qu'il fallait maintenir les degrés de réchauffement en dessous de 2 degrés jusqu'à la fin de ce siècle. Donc stabiliser. Stabiliser et chercher à voir comment réduire. Il n'y a pas que le dioxyde de carbone, il y a aussi le méthane, qui est un gaz à effet de serre. Il y a aussi le protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote, c'est les gaz qui s'obtient, donc ça se met dans l'épandage des engrais, dans l'agriculture, l'agriculture industrielle. Ok. Il y a aussi ce qu'on appelle les gaz fluorés, les gaz qu'on utilise dans les climatiseurs, dans nos réfrigérateurs. Ce sont ces gaz-là qui sont des gaz à effet de serre. L'homme, par son travail, l'homme, par ses activités qu'on appelle anthropiques,
est en train d'émettre ces gaz et il est en train d'accroître le réchauffement. C'est-à-dire, on change la composition de l'atmosphère par notre activité. Très industrielle. Industrielle. La question est quels sont les facteurs de la pauvreté qui est aussi sensible au changement climatique? Parce que nous savons qu'en RDC, par exemple, nous sommes un peu pauvres, c'est un pays... Non, en RDC, on peut dire qu'on n'a pas une industrie très avancée, mais vous savez, il y a des modes de vie qui ont un impact sur le réchauffement. Un mode de vie par lequel on peut émettre des gaz de dioxyde. Par exemple, le feu des bouches. Ce qu'on appelle l'agriculture sur brûlis, l'agriculture itinérante sur brûlis. C'est-à-dire, c'est une agriculture, aujourd'hui, cette année, nous allons faire ici, nous brûlons la forêt, et quand vous brûlez la forêt, cette combustion génère des gaz à effet de serre. Okay. Cette combustion fait disparaître les espaces verts. Et quand vous perdez les espaces verts, sachez que vous êtes en train de multiplier l'action du réchauffement climatique, puisqu'il n'y a plus moyen d'avoir un puits de carbone. Il faut avoir des puits de carbone qui absorbent le carbone, qui essayent de diminuer la quantité dans l'atmosphère. Et c'est l'action que les forêts, nos forêts particulièrement tropicales, les forêts de la RDC, sont en train de faire en essayant d'atténuer les effets du réchauffement climatique. Très bien. On va évoluer dans cette émission, mesdames et messieurs. Venez de nous prendre en cours de diffusion. Maître José Ilunga Nanga est notre invité. Il est l'initiateur de l'ONG Horizon Vert. C'est un acteur de développement. Ensemble avec lui, nous sommes en train de tourner tout autour de ces grands sujets, la mutation du climat. Et cependant, la matière verte est exposée et expliquée chez notre invité. Nous allons poursuivre. Trésor, tu me permets de poser une question. Voilà. Maître, les importantes ressources hydroélectriques de la République démocratique du Congo peuvent-elles contribuer de manière significative au modèle de développement à faible émission de carbone dans notre pays? Bien évidemment. Vous savez, la République démocratique du Congo s'appelle Pays Solution. Alors, ce terme n'est pas galvaudé. Ce terme n'est pas déplacé ni exagéré. Et fondé. Ce terme est fondé sur les questions climatiques. Très bien. La RDC est en bonne position de revendiquer cette posture de pays solution. Vous avez parlé de l'énergie des ressources hydroélectriques. Ok. Les ressources hydroélectriques, c'est l'énergie qui a le moindre coût. Ok. L'énergie hydroélectrique. Peut-être dans l'investissement de départ pour construire les infrastructures, ça coûte, mais une fois que vous avez construit l'infrastructure, c'est une énergie qui est à faible coût. C'est une énergie qui est verte, propre. C'est-à-dire, ça n'émet pratiquement pas. Okay. Il n'y a pas des émissions comme le pétrole, comme le gaz ou comme le charbon. Donc, les ressources hydroélectriques de la RDC sont vraiment un levier à la fois pour que la RDC se positionne comme pays solution. Pays solution pourquoi? Puisque nous avons vu ici que l'énergie est la cause du réchauffement. Très bien. Lorsque nous recherchons l'énergie, lorsque nous devons faire tourner nos usines, lorsque nous devons faire fonctionner les maisons, les foyers, nous avons besoin de l'énergie. Et cette énergie-là étant une grande cause de pollution, puisque vous allez voir dans l'ordre, les énergies fossiles sont à peu près responsables de près de 70% des émissions, donc du réchauffement. Et donc, lorsqu'un pays a un potentiel hydroélectrique aussi grand que le nôtre, et j'ai lu les derniers rapports de la Banque mondiale, dans le dernier rapport du groupe de la Banque mondiale sur le climat et le développement, il est dit que l'énergie, les ressources hydroélectriques de la RDC
peuvent alimenter toute l'Afrique subsaharienne, hormis l'Afrique du Sud. Okay. 79%. On a dit dans le rapport qu'ils peuvent totalement. Non, ok. Totalement. À peu près 90%. Moi, j'ai dit ce que le rapport a dit. Oui, de l'Afrique. Oui, pourquoi on parle de l'Afrique? Ah, donc quand vous prenez maintenant, voilà, l'Afrique en général, voilà, on a pris, j'ai compris votre incise. Ouais. Donc, vous voyez quel potentiel on a. Donc, la RDC doit investir dans ses ressources hydroélectriques. Ça doit être une priorité. Comment investir? Elle doit construire les barrages qui doivent être construits. Il faut qu'ils soient construits et achevés. Vous voyez, vous avez suivi les conflits qu'il y a eu entre l'Éthiopie et l'Égypte sur la question du barrage de la Renaissance. Pourquoi? Puisque l'Éthiopie, qui avait besoin de l'énergie, a pris l'initiative de pouvoir construire un barrage en utilisant l'eau du Nil bleu, qui est un affluent du Nil. Et l'Égypte a dit non, si on devrait construire sur cet affluent, ça pouvait avoir des conséquences sur les Nils et ça pouvait avoir des conséquences sur son économie. Okay. Mais l'Éthiopie a tenu bon. L'Éthiopie a construit son barrage et l'Éthiopie a inauguré son barrage. L'Éthiopie a considéré que c'était pour elle une question d'intérêt national. Moi, je pense que sur le plan économique, si nous devions déterminer quelles sont nos priorités nationales, il y a cette affaire des Inca. Donc, les grands Inca, il faut qu'on puisse l'achever, qu'on les construise et qu'on l'achève. Oui, parlons économie. Quelles sont les conséquences macroéconomiques du changement climatique et quels sont les dommages possibles? Les conséquences macroéconomiques. Bon, les changements climatiques peuvent avoir des conséquences sur toute l'économie. Et lorsque l'économie est perturbée, lorsque l'agriculture est perturbée, lorsque des secteurs entiers ne peuvent pas fonctionner, les indices, les indicateurs macroéconomiques vont aussi être impactés. Donc, les changements climatiques, vous voyez, par exemple, nous avons des problèmes. Oui. À un moment, ici au pays, on a eu une pénurie, y compris de la farine de maïs. Ça touche à l'alimentation de la population. Les causes par rapport à cette pénurie sont nombreuses. Mais certaines causes peuvent être liées au changement climatique. Au fait que, par exemple, les récoltes ne sont plus abondantes. Au fait que les terres ont perdu de leur fertilité. Au fait que tout simplement aussi peut-être que nous n'avons pas investi dans l'agriculture. Et donc ça a des conséquences sur les indices macroéconomiques. Ça peut faire baisser les PIB de la population. Le réchauffement climatique. Lorsqu'il y a une grande inondation, par exemple à Kinshasa, lorsqu'il y a des glissements de terrain, lorsque des infrastructures de ponts tombent, et que donc le transport de la marchandise ne peut plus se faire d'un point à un autre point, ça peut avoir une incidence sur les indices macroéconomiques, sur la productivité globale d'un pays. Donc, le réchauffement climatique, c'est une question que nous devons prendre très au sérieux et que nous devons intégrer dans notre développement. Intégrer ou s'adapter? Bien sûr, intégrer c'est notamment ça. S'adapter. Oui, intégrer ça veut dire s'adapter. C'est-à-dire là où je pouvais investir sans prendre de précautions, je dois prendre des précautions. Là où je pouvais investir sans faire des études préalables, je dois faire des études d'impact environnemental et social. Ça, ce sont les mesures d'adaptation que vous nous donnez. C'est par exemple ça les mesures d'adaptation. Ok. C'est-à-dire que là où on ne pouvait pas se préoccuper sur les alertes, par exemple, nous devons savoir notre pluviométrie. Nous devons avoir des prévisions, des alertes, comme ailleurs, où on peut noter des journées les plus chaudes, où on peut mesurer les quantités de pluie,
Donc, nous devons, nous aussi, arriver à faire cela. C'est pas ce qu'on fait à Delvaux, le centre météorologique de... C'est encore à Delvaux, non? Oui, il y a un centre météorologique là-bas. C'est leur travail. Oui, c'est leur travail. Ah, donc, il faut Vous voulez booster à faire davantage. Ces données sont très importantes. Nous en avons, c'est parce qu'ils sont là. Oui, mais il faut qu'elles soient vulgarisées. Il faut qu'elles soient mises à la disposition des acteurs. Tout à fait. Vous savez qu'il y a un calendrier agricole. Ok. Les gens font l'agriculture, mais combien savent qu'il y a un calendrier agricole? Et ces calendriers stipulent quoi? Parce que non, le calendrier, il donne les dates pendant auxquelles vous pouvez aller faire les travaux préparatoires. Vous pouvez faire la préparation du terrain, la préparation du champ, jusqu'à ce que vous allez faire la semis. Ok. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait cette vulgarisation-là. Surtout. Et que nous puissions intégrer cela en sachant que, puisque ça sert à quoi que vous puissiez avoir un projet de faire un projet agricole, mais vous récoltez mal, puisque vous n'avez pas sémé au moment où il fallait s'aimer. Vous n'avez pas préparé la terre au moment où il fallait préparer la terre. Maître, avant nous, en RDC, la politique climatique, on peut se dire vraiment que c'est bien établi en RDC. Non, en RDC, on a une politique climatique. Puisque le changement climatique est une question globale. Ouais. La RDC a fait un effort à son niveau. Et dans cet effort, il y a un effort, comme je disais l'autre fois, législatif. Tout commence par la loi. La politique commence par la loi et la réglementation. C'est le point de départ. Il faut qu'il y ait des lois et il faut qu'on respecte ces lois. Il faut donc, ça, il n'y en a pas. Les lois sont là. C'est ce que je dis, que la RDC a fait cet effort. Ok, il y a des lois. Sur le plan législatif. C'est ça le cadre légal. Ouais. Maintenant, ce que la RDC doit faire, c'est quoi? La RDC doit opérationnaliser son action climatique. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a des structures qui sont là. Comme Horizon Vert? Des structures étatiques. Ok. Nous sommes des ONG. Non, gouvernant. Non gouvernementales. Ouais. Donc, on a des structures étatiques qui sont là. Il faut que ces structures soient opérationnalisées. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient opérationnelles. Si on dit que cette structure a pour vocation de, par exemple, de surveiller, de faire respecter que chaque entrepreneur a fait une étude d'impact environnemental et social, il faut que ces structures fassent respecter cela. C'est ça la vraie opérationnalisation. Ça ne sert à rien d'avoir une multitude de structures, mais qui sur le terrain ne font pas le travail qu'elles devaient faire. Si on dit qu'il y a un fonds, comme au pays ici, il y a un fonds d'intervention pour l'environnement. Il y a un fonds qui a été créé. Okay. C'est créé, prévu par la loi. Il y a eu un décret qui l'a donc institué. Et ce fonds a un rôle très important dans la gestion de la politique environnementale de notre pays. Et ce fonds également, d'autres fois vous posez des questions sur le financement. Et c'est à ce fonds-là que la charge a été confiée de pouvoir mobiliser les fonds, y compris sur le plan interne, également sur le plan international. Il faut que ces structures soient opérationnalisées. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient opérationnelles. Qu'elles se déploient là où elles doivent se déployer et qu'elles puissent réguler la vie sociale dans le secteur de l'environnement, mais il faut aussi qu'on ait une bonne gouvernance. Ça, c'est très important. Surtout ça. La gouvernance, c'est ça, donc c'est le plus important. Vous militez au gouvernement en étant que ONG, mais dites-nous, étant que Horizon Vert, ONG non gouvernementale, quelles sont les étapes clés pour permettre à la RDC de s'attaquer correctement au défi du changement climatique? Les étapes clés que vous proposez à ce gouvernement? Non, le gouvernement, ce que je peux dire au gouvernement aujourd'hui, le pays a fait des efforts sur le plan de l'environnement depuis un certain temps déjà. Aujourd'hui, tel que nous sommes arrivés là, j'ai parlé de l'opérationnalisation des structures, j'ai parlé de la gouvernance,
il y a un travail de recherche pour avoir un inventaire de nos ressources. J'ai lu ces rapports de la Banque mondiale, mais il y a des informations pertinentes. Des informations pertinentes. Vous vous imaginez, en termes de ressources, on nous dit on a à peu près 88 gigatonnes de carbone séquestrés par nos forêts. Un gigatonne, c'est à peu près 10 milliards de tonnes. Waouh. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme. Hein? Donc, nos forêts ont cela. Mais c'est la Banque mondiale qui nous l'apprend. Il faut que nous aussi, je pense que dans nos services, il y a aussi des données comme ça. Nous allons faire cet exercice de nous rapprocher de ces services pour que nous ayons ces données. Et quand vous... Auprès du gouvernement. Auprès du gouvernement. Et nous aussi, nous allons faire notre effort. Ok. Si nous avons un espace que nous contrôlons, nous devons être à mesure de pouvoir donner un inventaire qu'on appelle multi-ressources. Vous sollicitez cet espace? On a un espace, nous travaillons déjà. Okay. L'autre fois, nous avons dit que nous travaillons dans les Hautes-Vallées. Ok. Voilà. Donc, il faut faire un inventaire multi-ressources, c'est-à-dire de toutes les ressources végétales, animales, pour que nous puissions savoir qu'est-ce que nous valons, qu'est-ce que nous pesons. Et vous voyez ces rapports, il y a des choses. Hein. Je crois que les responsables politiques vont ils vont s'inspirer de ces rapports. Puisque, vous savez, l'autre fois, vous avez insisté avec raison sur la question du financement. Le financement est la clé. Okay. Même lorsque quand nous disons pays solution, mais si vous n'avez pas le financement, comment vous allez être solution? Si vous n'avez pas le financement. Aujourd'hui, on nous dit que près de 94% de la population congolaise utilise le bois énergie, les macales. Charbon, oui. Le charbon de bois. 94%. Mais si on n'a pas les moyens de mener une bonne politique ambitieuse pour faire en sorte que nous préservions nos forêts, puisque les forêts ne sont pas éternelles. Ah oui. Il faut les conserver. S'il n'y a pas un travail de conservation, nous perdons ces forêts. Et si nos forêts ne peuvent plus séquestrer le carbone, elles vont devenir émettrices de carbone. Okay. Puisque les forêts non seulement séquestrent le carbone, mais également elles émettent aussi. Avec la photosynthèse. Transformation. Voilà. Et les forêts respirent comme nous. Nous aussi, quand nous respirons, nous faisons entrer l'oxygène et nous faisons sortir... et comment bénéficier de ces rapports de la Banque mondiale? Parce que le rapport est déjà là. Commençons par là. Non, nous pensons qu'il faut une vulgarisation de ce rapport. Okay. Nous pensons que nous, acteurs de la société civile, nous allons nous approprier de ces rapports. Okay. Nous allons l'approfondir. Nous allons y compris nous rapprocher de la Banque mondiale, puisqu'elle a donné des pistes de solutions, particulièrement sur la question du financement, particulièrement sur la question de la gestion des ressources, sur ce qu'on appelle l'agriculture climato-intelligente, c'est-à-dire que l'agriculture doit tenir compte du climat, puisque le climat appauvrit les sols, le climat peut apporter les cultures, il y a des inondations, il y a des pluies qui sont débordantes. Donc, il nous faut être plus avertis et plus intelligents pour être compatibles avec le climat. Très bien, merci beaucoup. Nous approchons vers la fin de cet entretien avec Maître José Ilunga Nanga, qui est l'initiateur de l'ONG Horizon Vert et aussi acteur de développement. Nous restons toujours dans ce rapport de la Banque mondiale où quelque part il est stipulé, je vais le lire, Maître, vous me le permettez, la valeur de 143 millions d'hectares de forêts sur pied de la République démocratique du Congo est estimée à 6 400 milliards de dollars avec une valeur locative annuelle estimée à 383 millions
milliards de dollars. À un taux escompte de 6%. En outre, les forêts de la République démocratique du Congo peuvent-elles générer une valeur estimée entre 223 milliards et 398 milliards par an grâce au carbone stocké. Ouais. Alors, la grande question est celle-ci. Pouvons-nous croire que la mise en œuvre de cette décision de Pays Solutions RDC, la solution climatique et ses stratégies d'adaptation connexes nécessitera un financement considérable? Tout à fait. Ça va nécessiter un financement considérable. Parce que l'autre fois, vous avez évoqué de ces dons, la RDC est en train de gagner vis-à-vis au rôle qu'elle joue plutôt dans la conservation de la nature. Non, cela n'est pas justement suffisant, voilà, n'est pas à la hauteur. Et aujourd'hui, la question est celle de savoir, est-ce que ces financements doivent être revus? C'est-à-dire que vous voyez, c'est très intéressant la partie que vous avez choisie du rapport. Puisque la partie de ce rapport donne une piste de solution. Avec des chiffres avec des chiffres vertigineux. Okay. Avec des pistes, des chiffres extraordinaires. 6 400 milliards de dollars. La location annuelle, on donne un chiffre. Donc, ça montre... 383 milliards. Non, je vous avais parlé l'autre fois de ce qu'on appelle les services environnementaux. C'est-à-dire, tous les avantages que nos forêts donnent au monde, ce sont des biens mondiaux. Ok. Ça donne au monde, ça donne à la nation. Maintenant, la Banque mondiale nous demande que nous puissions apprendre comment valoriser ça. Ok. C'est ce que le rapport dit. Que maintenant, il faut valoriser ça. C'est ce que ça... Ils nous ont ouvert les yeux. Ils nous ont ouvert les yeux. C'est-à-dire, c'est pour dire que voilà la valeur des forêts que vous avez. Et je pense que même à la COP28, ceux qui vont y aller, et nous serons représentés, c'est ça le message que nous pouvons donner à toute la communauté internationale. C'est comme si on ne se connaissait pas, on vient de nous ouvrir les yeux pour nous dire voilà, tout à fait. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Voilà, vous avez des milliards là, dans vos forêts. Voilà, maître, la question est celle-ci. Oui. Nous avons le rapport. Ok, nous avons le rapport, non? Ouais. Je considère cet agenda comme le rapport. Ouais. Il est entre nos mains. Nous avons eu la chance de le lire. Bien sûr. Et qu'est-ce qui reste à faire à travers ces rapports qui viennent justement d'éclairer la lanterne en ce qui concerne ce que nous avons en termes de ressources naturelles et tout ce qui va appliquer. Il faut passer à la pratique. Qui doit passer à la pratique? Tout le monde. D'abord l'État. Ok. La gouvernance. Il faut une gouvernance sur le plan environnemental qui va être encore plus... Une gouvernance plus exigeante avec nos partenaires. Sévère. Une gouvernance plus exigeante avec elle-même. C'est-à-dire, il faut bien préparer le dossier. Il faut bien connaître ce que nous sommes. Et bien les présenter aussi. Et bien les présenter. Ok. Donc, il faut une gouvernance qui va vraiment maîtriser les secteurs de l'environnement. Et moi, je rends hommage à... au travail fait par le gouvernement sur le plan du cadre. C'est un premier pas. Il faut sortir du cadre maintenant. Il faut que ce cadre-là devienne une réalité. On ne peut pas comprendre qu'on a un fonds appelé Fonds d'intervention pour l'environnement, mais qu'on ne voit pas dans les questions d'environnement qui demandent l'intervention de l'État. Donc, il faut opérationnaliser cela. Très bien. Et faire en sorte que la gouvernance soit réelle et effective. Très bien. Merci beaucoup, Maître José. Sinon, la matière, elle reste là. Je suis à votre disposition. La matière reste là. Pour le rapport, il est énorme. Davantage le rapport là. Oui. Il est énorme. Oui. Nous allons en tout cas prendre notre temps de continuer à le lire. Oui. Et vous serez là toujours pour l'expliquer et surtout interpeller les autorités sectorielles de sorte que ces rapports ne puissent pas passer un séjour dans les tiroirs, mais il doit passer aux oubliettes. Voilà, ça ne doit pas rester dans les oubliettes. Vous venez de le dire, c'est un rapport plutôt qui doit être
appliquer pour que le Congo sache le rôle qu'il est en train de jouer pour la protection de l'humanité. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'était pour nous un plaisir de recevoir, permettez-moi de le dire, cet expert en la matière, Maître José Ilunga, initiateur de l'ONG Horizon Vert. Ensemble avec lui, nous avons parlé de ces rapports de la Banque mondiale. Ensemble avec Trésor. Merci Trésor d'être là. J'espère que la fois prochaine, on sera avec vous pour continuer à analyser et décortiquer ces fameux rapports. Bon, la matière est dense. Voilà. Sur le changement climatique, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, aujourd'hui nous avons parlé de la mutation du climat. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Prochainement, nous allons revenir pour aborder un autre aspect, car le monde vert, c'est un monde énorme, un monde très grand qu'il faut exploiter. Et ensemble avec Horizon Vert, nous allons essayer de jouer notre partition. Sinon, je vous laisse en compagnie de notre programme.